Soyez donc les bienvenus dans le brunch jusqu'à midi sur LCI pour commenter l'actualité. Évidemment, l'équipe habituelle du brunch, Virginie Leguet de Paris Match, bonjour. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous, l'avocat Bertrand Perrier. Bonjour Christophe. Soyez le bienvenu Bertrand. Nos invités, Rafik Masmoudi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Pompidou. Vous gardez votre masque sur ce plateau, on le voit. Jean-Vincent Raymondis également est avec nous. Bonjour, vous êtes expert en gestion des risques. On va commencer cette émission, bien sûr, par ce qui s'est passé dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes. Premier élément de bilan. Alors, on parlait de 12 personnes portées disparues, mais a priori, selon le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a tweeté cette information il y a quelques instants, 2 corps auraient été retrouvés et identifiés. Il y aurait donc une dizaine de personnes disparues. J'ai une vive inquiétude, dit le maire de Nice, pour ceux que l'on recherche encore. Et c'est vrai que quand on voit les images, on comprend bien sûr qu'il y ait une vive inquiétude. Regardez par exemple cette maison à Roquebillière, noyée dans un torrent d'eau et de boue. Et nous avons retrouvé la photo de cette maison avant. Voilà, le avant-après. On voit effectivement la route, le portail, la voiture, tout a été balayé. Cette maison a priori a tenu. On a vu d'autres images avec des maisons qui avaient été véritablement pulvérisées. Quand on voit certaines de ces images, Jean-Vincent Raymondis, on est quand même stupéfait par la violence de la nature pour le coup. Alors on est vraiment confronté à des événements extrêmes avec des quantités de pluie extrêmement importantes qui vont se canaliser dans ces paysages très montagneux, et une route peut devenir un torrent. Un chemin peut devenir un véritable torrent de boue qui va fragiliser les sols d'assises des bâtiments. On le voit bien sur ces images, pardonnez-moi, je vous interromps, les images qui sont en haut à gauche, on voit que la rivière est totalement sortie de son lit et qu'effectivement les routes sont transformées en rivières. Les routes sont transformées en rivières et partout autour de ces cours d'eau naturels se forment des phénomènes de ruissellement très importants qui vont fragiliser les maisons, qui vont entraîner des inondations à l'intérieur des biens et qui, bien sûr, causent ce bilan humain terrible. Alors, on a beaucoup d'images qui nous sont parvenues via les réseaux sociaux ou filmées par certains de nos correspondants. Regardez ces images commentées par Laurent Houben. Ce pont sur le Boréon n'a pas résisté très longtemps. Dans l'arrière-pays niçois, depuis la montagne d'où descend la rivière, les précipitations sont incessantes et le courant est devenu trop puissant. Il emporte tout sur son passage, le pont, les lignes électriques et provoque des courts-circuits. Les débits des rivières sont devenus ici hors normes. En milieu d'après-midi, il était déjà tombé sur ce secteur l'équivalent de 2 mois et demi de pluie en 24 heures. J'y crois pas. Pour les habitants de la région, le spectacle est désolant, incroyable. Des précipitations jamais vues, des vents jamais ressentis. Plus bas, plus près de la mer, c'est le Var qui est déchaîné. À Saint-Laurent-du-Var, la rivière n'a plus de lit, plus de limite, ni en taille, ni en puissance. Les spécialistes parlent ici d'une crue centenale, jusqu'à 7 ou 8 mètres au-dessus des niveaux habituels. Les zones commerciales ont été fermées, des habitants évacués. La situation est difficile, ont reconnu les autorités. Alors Bertrand Perrier, je crois que vous n'aviez pas vu toutes ces images, vous avez l'air totalement stupéfait par ce que vous voyez. On est sur des images qui ressemblent à des films catastrophes, mais c'est une réalité. Regardez le message d'Emmanuel Macron qui vient de réagir sur Twitter. Toutes mes pensées vont aux victimes de la tempête Alex, à leurs proches. Partout, l'État est aux côtés des élus pour aider les Français. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Immense gratitude aux pompiers, gendarmes, policiers, l'ensemble des forces engagées sur le terrain. Et d'ailleurs, Virginie Leguet, Gérald Darmanin est attendu sur place. À la base, il ne devait y avoir que Gérald Darmanin, mais finalement, il sera accompagné de Jean Castex, a priori en fin de matinée ou aux alentours de midi. Pour le coup, c'est indispensable d'être sur place quand il y a un drame comme celui-ci. D'être aux côtés des habitants qui sont durement impressionnés. Les images sont extrêmement une violence violente. La crue, comme vous le disiez, est extrêmement importante. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la part de légèreté humaine dans toutes ces zones géographiques? Est-ce qu'il y a des maisons en zone inondable? Est-ce qu'à force de construction, la perméabilisation des sols ne peut plus être faite? Est-ce que tout ça n'aggrave pas aussi ces phénomènes climatiques? Alors, juste avant de vous laisser la parole, pardonnez-moi, on a au téléphone à l'instant, excusez-moi, je vous donne la parole dans 2 secondes, Grégory Leclerc, bonjour, j'ai été journaliste à Nice Matin. Vous avez filmé un certain nombre d'images qu'on a pu voir ces dernières heures, et notamment
l'image d'une maison totalement emportée. Vous avez assisté, c'est vous qui avez filmé, vous avez assisté à ce qui s'est passé. C'est ça, oui, effectivement. C'était une scène totalement apocalyptique qui s'est offerte à nous. J'étais monté en reportage à Saint-Martin-Vésubie parce qu'on savait qu'il commençait à y avoir beaucoup de dégâts. Ouais. Et j'étais derrière une voiture de pompiers qui s'est arrêtée parce qu'elle a été hélée par quelqu'un qui s'inquiétait, qui lui disait « mais il y a un couple là en bas, il faudrait aller voir s'ils y sont ». J'ai suivi le pompier, on y allait, et c'est une scène cataclysmique, hein, vraiment, véritablement cataclysmique que j'ai vue. Là, vous nous parlez de ce couple, là on voit les images de la maison à ce moment, et c'était un couple d'octogénaires, c'est ça? Exactement, un couple d'octogénaires. Leur maison s'était retrouvée posée au milieu de ce qui est habituellement une rivière, hein, ouais. Et qui était devenue comme un fleuve, bouillonnant, grondant, vraiment extrême, d'une violence incroyable. Et leur maison, leur petite bicoque, un seul étage, ils étaient réfugiés à l'étage, hein, dans ce qui devait être leur salon, j'imagine. On les voyait, on les distinguait à peine. Vous les avez vus? On les a vus tous les deux, on distinguait leur silhouette plus exactement. Ils avaient surtout une petite loupiote blanche très faiblarde et ils l'agitaient pour qu'on les remarque. Alors, une lampe de poche, je suppose une lampe de poche, voilà, pour essayer de montrer on est là, quoi. Venez nous aider. Exactement. Et le pompier qui était à côté de moi leur a répondu. Mais on a vite compris que la situation était catastrophique parce que leur maison était au milieu des flots, de chaque côté, encadrée, entourée, et avec un bouillonnement, enfin des vagues qui bousculaient la maison littéralement sur ses fondations. Et au bout de quelques minutes, alors il y avait une deuxième maison juste avant qui s'est effondrée, qui est partie dans les flots, pulvérisée en un instant. Ouais. Et là, on a senti que ça allait devenir extrêmement grave pour ce couple. L'hélicoptère a été demandé par les sapeurs-pompiers, hein, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, le plafond était trop bas. Il y avait trop de nuages pour qu'ils puissent accéder à la zone. Et au bout d'une heure et demie, on a entendu comment je pourrais appeler ça, un boom, un crack, un déchirement en tout cas, parce qu'on a compris que la maison cédait. Et en un instant, en un éclair, elle est partie à l'eau avec ses deux occupants. Vous avez donc vu la maison totalement balayée par les flots? Complètement. La maison a été pulvérisée d'un coup, elle a cédé d'un coup, ses fondations ont cédé. Et il ne restait plus, 10 secondes après, il ne restait plus que la dalle des fondations. Je suppose que les pompiers autour de vous, puisque vous étiez près de pompiers, étaient totalement désemparés. C'est terrible d'être proche des gens, de les voir et de se dire on ne peut rien faire. Vous n'imaginez même pas l'émotion des sapeurs-pompiers qui se sont battus, qui envisageaient toutes les solutions, mais il n'y en avait aucune possible de manière terrestre. C'était trop dangereux pour eux. Il y a des renforts qui venaient, mais de toute façon, de manière terrestre, il n'y avait rien à faire. Et donc, effectivement, il y a eu une émotion considérable qui s'est emparée des pompiers, de moi également. On ne peut pas rester indifférent à ce type de spectacle, surtout quand on les a vus pendant une heure et demie faire des signaux désespérés, finalement. Comment on se sent quand on a vécu, là je vous pose la question de manière plus personnelle, quand on a assisté à une scène comme ça, où on est toujours là, vous êtes toujours sidéré, j'imagine? Toujours sidéré, toujours sous le coup de l'émotion, évidemment. On peut pas, on est journaliste, hein, évidemment, on est des professionnels. J'ai couvert d'autres inondations gravissimes sur la Côte d'Azur, en 2015, vous les avez rappelées, je crois. Hein. Oui. 2 inondations l'an dernier, des dizaines de morts déjà, mais celle-ci était d'une violence que je n'ai jamais connue. Alors peut-être aussi du fait qu'on se trouve ici à 50 km de Nice, dans le moyen pays. Hein. On est dans une vallée extrêmement touristique l'été, avec des jolis petits villages comme Lantos, que je me trouve actuellement. Et du coup, le fait d'être dans ces petites routes de montagne accentuait l'effet d'emprisonnement qu'on a ressenti dans cette bombe météorologique qui s'est abattue sur nous. C'est-à-dire que tout s'écroulait en même temps. Les falaises s'écroulaient, les maisons tombaient devant nous, les routes s'affaissaient. On avait l'impression que, où qu'on soit, quelle que soit la route, quel que soit le chemin ou le bâtiment, on pouvait à tout instant être en danger. Grégory Leclerc, les images auxquelles vous avez assisté, ce que vous nous décrivez, c'est la fin du monde. C'est quelque chose qui doit ressembler à la fin du monde, effectivement, oui. Il y avait beaucoup de peur, beaucoup de stress, pas de communication non plus. Hein. On était de nuit, hein, n'oubliez pas, ça commençait dans l'après-midi, mais le plus fort de l'événement a tapé au moment où il commençait à faire nuit. Donc, se retrouver comme ça, prisonnier, pris au piège, sans pouvoir redescendre, toutes les routes étaient coupées et boulées, c'était vraiment très angoissant pour tout le monde. Alors, à l'heure qu'il est, elle est comment la situation sur place? Est-ce que la décrue a commencé? Alors oui, d'abord une première information, il ne pleut plus depuis le milieu de la nuit. Oui. Le contraste est saisissant.
Là, en face de moi, je vois la Vésubie, je vois des montagnes enneigées, un petit corolle de nuages. C'est très beau. Et en même temps, quand je regarde en bas, je vois la Vésubie avec des bouts de bois partout. C'est un désastre. Elle a baissé effectivement, le cours a baissé, mais elle a tout détruit sur son passage et elle a plus la largeur du cours d'une rivière, mais elle a la largeur du cours d'un torrent ou d'un fleuve. Vous le disiez, vous êtes journaliste à Nice Matin, vous avez déjà couvert d'autres inondations. C'est la première fois en tout cas que vous voyez des images aussi violentes. C'est la première fois effectivement que je vois quelque chose d'aussi violent, même si 2015 il y a eu des images extrêmement marquantes, mais l'intensité m'a surpris. Voilà, j'étais vraiment... je dois vous dire qu'à un moment j'ai eu peur. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive sur un reportage comme ça, parce que je suis extrêmement prudent, je me mets jamais en danger. Mais là, hier, on sentait que même en étant prudent, il pouvait tout de même arriver quelque chose. En l'occurrence, la situation, là, on attend d'en savoir plus. On a, dans le premier bilan que nous avons eu, a priori, 2 corps ont été retrouvés, identifiés. Je ne sais pas s'il s'agit de ce couple. On parle d'une dizaine de personnes qui seraient portées disparues. Avec les images que vous avez vues, est-ce que vous craignez que le bilan soit plus grave que ça, soit plus lourd ? On peut le redouter, effectivement. Maintenant, ça va être le long travail des pompiers aujourd'hui, des secours, d'essayer de faire des reconnaissances, d'aller voir tous les endroits où il pourrait y avoir des personnes disparues. Un exemple, hier soir, toujours avec la même équipe de pompiers, on a été appelé encore par quelqu'un qui était sur le bord de la route et qui nous a signalé des warnings au fond de la Vésubie. Ouais. On est allé voir et sous un pont, effectivement, il y avait une voiture retournée en warning. Donc évidemment cette voiture a été signalée, elle était totalement inaccessible hier soir, elle l'était toujours ce matin. Le groupe sauvetage qui est venu des Bouches-du-Rhône a tenté d'aller sur place mais ils n'ont toujours pas réussi. Donc est-ce qu'il y avait quelqu'un dedans ou pas, ça va être vraiment un long travail sur le terrain. Oui, il y a un gros point d'interrogation et beaucoup de familles, j'imagine, qui s'interrogent aujourd'hui. En tout cas, un certain nombre de villes et de villages sont partiellement, voire totalement ravagés. Complètement, oui, les dégâts sont immenses, sont énormes. Pour être honnête, je n'en ai qu'une vision extrêmement partielle parce que je suis à Lantosque là en ce moment où j'ai dormi dans la salle des fêtes avec les pompiers et des sinistrés. Il y avait beaucoup de sinistrés, de naufragés de la route aussi. Et donc du coup, on a très peu d'informations. Même les sapeurs-pompiers avec lesquels j'étais il y a quelques minutes me disaient qu'il y a certains villages dans lesquels ils n'arrivent toujours pas à aller, ils n'ont pas de nouvelles de leurs propres collègues. Voilà. Oui, évidemment, il est très difficile de pouvoir communiquer parce que tous les moyens de communication, ça ne passe plus. Donc, on n'arrive pas à savoir et à rentrer en contact avec les équipes. Merci beaucoup, en tout cas, Grégory Leclerc, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Nice Matin et vous avez filmé notamment les images de cette maison avec ses 2 occupants qui a fini balayé comme un fétu de paille. C'était ce dont on parlait, pardonnez-moi, il y a quelques instants avec vous, Monsieur Raymondis. On parle de violence. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'ampleur des dégâts? Alors, au-delà des victimes humaines de ce drame, nous, ce que nous modélisons actuellement, c'est 48 communes principalement touchées. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Dans les 3 vallées principalement touchées, Latinée, la Vésubie et la Roya. Sur la vallée de la Vésubie, environ 1600 bâtiments qui sont dans des zones potentiellement inondées et donc qui ont été extrêmement endommagés, très gravement endommagés comme on l'a vu. Sur l'ensemble de ces 3 vallées et sur l'ensemble de ces communes, c'est environ 11 000 bâtiments qui ont gravement souffert, plus des dommages secondaires moins importants. Donc ce sont effectivement des dégâts considérables. Mais pardon, mais est-ce que c'est une crue centenale, donc vraiment absolument imprévisible, qui même dans le côté juridique des choses n'est pas prise en compte parce qu'elle est tellement exceptionnelle qu'on ne peut pas se fonder là-dessus. Mais est-ce que ce sont des rivières qui étaient déjà sorties de leur lit? Est-ce que c'était identifié comme une zone particulièrement à risque? Est-ce qu'il y a déjà eu sur ces rivières des dégâts dans les années récentes? Les précédentes inondations dans ce secteur datent de 1994. Donc effectivement, on est centenal, mais pas tous les 100 ans. Donc 1994, des dégâts moins importants. Ce qui a changé depuis, l'urbanisation a quand même progressé dans les fonds de vallée. Aujourd'hui, les personnes recherchent à habiter dans les fonds de vallée, dans les zones facilement accessibles. Donc effectivement, une urbanisation qui a progressé. Plus on est à une 50aine de kilomètres de Nice, donc on n'est pas très très loin effectivement de la ville. Exactement, on n'est pas très loin de la ville. Des gens qui font la navette tous les jours d'ailleurs. Oui, pour aller travailler, pour bien aller sûr, travailler. Et qui vivent tranquillement à la montagne. Exactement. Et donc des enjeux qui se sont accumulés dans ces zones sensibles. Et effectivement, c'est un phénomène qu'on retrouve particulièrement dans tout le pourtour méditerranéen. Et est-ce que cette urbanisation s'est faite de façon
à risque. Est-ce que déraisonnable, on va dire. Exactement. Est-ce que ces maisons ont été construites sur des zones potentiellement inondables? Est-ce que les communes le savaient? Et est-ce que finalement cette urbanisation massive que l'on voit dans certaines régions de France ne conduit pas aussi à ce que l'eau ne puisse plus être retenue nulle part? Alors, je dirais que depuis 20 ans, la situation commence à se réguler. Avant, très clairement, ce qu'on peut constater aujourd'hui, anarchique. Quasiment anarchique. On a construit dans des zones à risque. Et effectivement, aujourd'hui, des gens possèdent des habitations, des maisons, voire des commerces dans des zones à risque. Qui ont bien plus de 20 ans. Absolument. Qui est peut-être le cas de la maison dont on a vu habitée par des octogénaires, quelques images, habitée par un couple d'octogénaires. Les maires sont tenus par des documents d'urbanisme qui s'appellent le plan de prévention des risques inondations, où on essaye d'identifier les zones à risque. Mais ils évoluent au fil des années. D'abord, ils évoluent et souvent, ils ne sont pas mis à jour ou mis à jour de façon trop irrégulière. Et donc, on arrive d'abord avec l'héritage du passé à des les gens qui ont déjà leur maison, on ne va pas les expulser. Et puis, même les nouvelles constructions, parfois, sont autorisées alors même qu'il y a des risques d'inondation parce que le plan n'est pas à jour. On se tourne vers Coralie Dioum, puisqu'on parlait de ces inondations absolument exceptionnelles. Vous avez justement, Coralie, vous êtes notre spécialiste météo, vous avez quelques chiffres impressionnants à nous donner. Oui, exactement, un épisode tout à fait exceptionnel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a jamais plu autant en une journée dans les Alpes-Maritimes. 560 millions de tonnes d'eau sont tombées sur le département selon Météo France. Pour mieux visualiser, pour mieux se rendre compte, c'est l'équivalent de 190 000 piscines olympiques. C'est colossal. Un autre chiffre très intéressant, 500 mm d'eau à Saint-Martin-Vésubie. C'est l'équivalent de 10 mois de pluie à Paris. Ce qui fait que la Vésubie est montée de 8 mètres en 6 heures. Un épisode donc tout à fait inédit dans l'arrière-pays niçois. Merci Coralie Dioum. On y revient évidemment dans quelques instants. On attend l'arrivée de Jean Castex et Gérald Darmanin sur place.